20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le 4 septembre 2016, jour de scrutin pour le Haut Conseil, mais jour de jet pour les travailleurs de Senegal Airlines. Ils ont décidé d'entamer une grève de la faim pour manifester leur ras-le-bol. Ils réclament des arriérés de salaire et la liquidation de la compagnie aérienne. Pénurie d'eau au quartier Batrin. Les populations ont du mal à trouver le liquide précieux. Une situation qui fait l'affaire des charretiers. Ils se chargent d'approvisionner les habitants. Coût du service 100 francs pour 20 litres d'eau. Difficile de dire pour l'instant ce qui s'est passé au niveau du poste transformateur qui a pris feu à Thiès. Les techniciens s'y attellent. Le ministre de l'Énergie et le directeur général de la Sénélec ont visité l'installation. L'État prévoit d'injecter 2,5 milliards pour la création d'un nouveau poste. La discorde au niveau du PDS, la Fédération nationale des cadres libéraux risque de voler en éclats. En cause, l'élection contestée de certains cadres qui composent le bureau de la FNCL. Les détails au cours de cette édition. La déception sur le visage de nos athlètes de retour à Dakar. Rentrés tous bredouilles, ils affichent la mine des mauvais jours, même s'ils ne crachent pas sur leur performance. Enfin, l'invité du 20h est Moustapha Tall, vice-président du l'UNACOIS. Il est interrogé par Antoine Diouf. Une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un sit-in devant le ministère des Transports aériens, une grève de la faim à partir du 4 septembre prochain. C'est le plan d'action des travailleurs de Senegal Airlines. Ils réclament 4 mois de salaire, mais aussi la matérialisation de la liquidation de la compagnie aérienne. Ils étaient en assemblée générale, compte rendu signé Fatima Taba. 4 mois après la liquidation de Senegal Airlines, ces travailleurs durcissent le ton. Ils ont un plan d'action pour davantage se faire entendre. Le plan d'action, c'est d'abord de faire un sitting déjà au niveau de notre ministère de tutelle. D'autre façon, on va le dire parce qu'il faut qu'on se concerte avec le personnel pour voir la date la mieux indiquée. Ensuite, nous avons prévu de faire une grève de la faim cette fois-ci. Et on avait choisi le 4 septembre, le jour de l'élection du Haut Conseil. Ces pères de famille réclament 4 mois de salaire aux autorités. Ils veulent également être édifiés sur leur sort. Nous sommes toujours sous contrat. C'est quand même inadmissible qu'une société en liquidation garde des employés, 163 employés sous contrat, sans salaire, sans couverture médicale. Les employés sont dans le désarroi le plus total. Nous avons usé de la voie diplomatique en alertant aussi bien la primature que notre ministre de tutelle de notre situation. Mais on a l'impression que les gens sont insensibles de cette situation-là. Pour eux, il existe des solutions à leurs problèmes. Mais l'État ne paye pas nos droits pendant que l'État subventionne des syndicats. Il y a de l'argent que le ministère qui sont logés des fonds qui viennent des royalties, qui sont logés au niveau du ministère depuis le mois d'avril. Jusqu'à présent, on sait que la RAM est en train de payer de l'argent. Donc, ces gens-là ont de quoi nous payer nos arriérés de salaire et ont de quoi aussi nous payer nos droits. Ce que l'on demande, c'est juste ça. Matérialiser la liquidation de la compagnie, un autre point qui les tient à cœur. Et tout de suite, direction Mbao pour parler des populations qui n'ont finalement pas pu tenir leur sit-in tel qu'elles l'avaient prévu devant les ICS pour dénoncer les fortes odeurs d'ammoniac qui les étouffent à longueur de journée et qui affectent leur santé. Les forces de l'ordre sont intervenues. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été interpellées avant d'être relâchées. Nous parlons à présent du manque d'eau dans certains quartiers de Dakar, à la cité Batrin par exemple. Les populations font des pieds et des mains pour trouver le liquide précieux, une situation qui fait l'affaire des charretiers. Ces derniers font le tour des quartiers pour vendre des bouteilles de 20 litres à 100 francs l'unité. Fatidien. Abdoulaye, charretier et gérant de ce robinet à la fois, ce matin, il est très occupé. En effet, il doit remplir d'eau toutes ces bouteilles de 20 litres. Notre travail consiste à remplir puis à vendre ces bouteilles d'eau. Actuellement, nos activités marchent très bien à cause des coupures d'eau. Les personnes qui habitent les montagnes n'ont pas du tout le liquide précieux.
Depuis avant-hier, nous n'avons pas d'eau. Résultat, nous ne pouvons pas prendre régulièrement la douche. Ici, à la cité Batran d'Ouakam, l'eau d'Abdoulaye est prisée à cause des coupures. Plus de 150 bouteilles vendues en une journée seulement. La bouteille de 20 litres est vendue à 100 francs. Mais ici, nous payons les factures d'eau. Pour boire de l'eau, nous sommes obligés d'acheter. Ce jeune du quartier a fait des pieds et des mains pour trouver de l'eau potable hier. Nous sommes obligés d'aller jusqu'au camp pour trouver de l'eau potable. Et ceux qui n'ont pas eu de réservoir souffrent le plus. Nous avons épuisé notre réserve et la situation est loin d'être normale. Les populations de cette cité espèrent un retour à la normale très prochainement. En attendant, se laver tous les jours devient un luxe pour certains. Fatidien, merci. Et tout de suite en ligne avec nous, Jerry Ba, directeur de l'exploitation au niveau de la SDE. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Ba, peut-on savoir ce qui est à l'origine de cette pénurie d'eau constatée dans certains quartiers de Dakar et surtout la question que tout le monde se pose, à quand un retour à la normale? Merci beaucoup. Donc, l'origine de cette pénurie d'eau, c'est un peu ce que vous avez dû constater par vous-même. C'est principalement le blackout électrique qu'on a eu dans la nuit du dimanche au lundi dernier, qui a affecté presque l'ensemble de nos ouvrages de production, surtout ceux qui alimentent à Dakar en eau. Donc, ce blackout a entraîné des arrêts sur ces ouvrages et nous sommes seulement en train maintenant de reprendre la totalité de nos moyens après l'intervention de la Sénélec, que nous remercions et félicitons au passage, parce que je pense que les ouvrages atteints étaient quand même assez nombreux, mais ils ont pu remettre les ouvrages dans des délais relativement acceptables. Donc, comme nous étions déjà dans une situation d'équilibre assez précaire, l'ensemble des quartiers de Dakar qui étaient en bout de réseau ou en hauteur ont donc connu un peu cette perturbation dans leur alimentation en eau. Alors, nous sommes déjà en train de revenir à la normale parce qu'à l'heure où je vous parle, l'ensemble des ouvrages ont repris leur fonctionnement normal. Mais tout simplement, la chaleur étant et la pénurie étant, je crois que la consommation est très forte, ce qui retarde un peu le retour d'eau dans tous les quartiers. En attendant, comme vous l'avez peut-être très certainement constaté, nous avons presque mis en place un dispositif de camion-citerne maximum avec 34 citernes ce matin pour alimenter la plupart des quartiers les plus touchés. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Des nouvelles du poste transformateur qui a pris feu à Thiès. L'origine de l'incendie n'est pas encore révélée. Il faut une semaine selon les techniciens qui toutefois s'y attellent. Le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, et le directeur de la Sénélec, Mohamedou Makhtar Cissé, ont visité les installations pour constater les dégâts. Par ailleurs, les travaux de construction d'un nouveau poste ont démarré à Thiès et coût des travaux 2,5 milliards. C'est une correspondance signée Charanta Diop et Saïla Tira. Presque un tour d'horloge, le temps d'une visite pour constater l'ampleur des dégâts. Pour l'heure, l'origine de l'incident n'est pas encore révélée. Le responsable du département maintenance transport nous donne les explications techniques. On est dans un RI et c'est le RI, le réseau interconnecté, et le RIMA, le réseau interconnecté avec Manantali qui est parti. Donc c'est trois pays qui se retrouvaient dans le noir, sans tension. Donc pour avoir la cause, il faut qu'on fasse une analyse d'incident pour pouvoir maintenant déceler quelle était la cause. C'est-à-dire que le réseau il est tellement vaste qu'il part de Bel Air jusqu'à Nouakchott en passant par Bamako. Donc il faut recueillir tous les éléments de tous ces gens, de regarder tous les postes, le comportement de tous les postes, le comportement de toutes les centrales, recouper, les mettre dans une échelle de temps pour savoir maintenant est-ce que chaque élément a fait ce qu'il devait faire. Et c'est sur la base de ça qu'on pourra savoir quelle est la cause. Ça peut prendre jusqu'à une semaine. La vétusté du poste transformateur n'est pas sans conséquence sur cet incident majeur. Le ministre de l'Énergie annonce que le nouveau poste en chantier sera inauguré dans quelques mois. J'ai suivi minute par minute le déroulé de cet incident majeur. À la minute même où c'est survenu, jusqu'à cet instant où je vous parle, il n'y a pas eu de relâche
sur le travail qui a été fait et qui a été fait avec sang-froid et maestria. Ceci étant dit, le poste est relativement ancien, 1957, et c'est pour cette raison un poste nouveau est en construction, 2 milliards et quelques, et qui va être inauguré en février 2017. C'est dire donc que nous sommes bien conscients qu'il y avait des mesures à prendre et nous sommes en train de les prendre. En attendant, le poste est mis en service au grand bonheur des populations de Thiès. Et voilà, de Thiès, nous filons directement à l'UCAD pour parler cette fois-ci de la marche du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Yankhoba Seydi et ses camarades dénoncent la rétention de salaire de certains de leurs camarades, le professeur Malik Ndiaye et Amsatou Sow et le professeur Amsatou Sow Sidibé, pour être plus précis. Ils déplorent par ailleurs la volonté du directeur de l'IFAN de vouloir prêter certaines collections de l'Institut au musée des civilisations noires. Yankhoba Seydi, que je vous propose d'écouter avec Aminata Mbaresso. L'un des points qui ont fait que nous avions marché et qui est parmi les 6 points, c'est que nous avons 2 collègues, Amsatou Sow Sidibé et Malik Ndiaye, qui, après avoir servi à la présidence comme ministre conseil, avaient été remerciés. Mais même quand ils étaient à la présidence, ils n'ont jamais arrêté de travailler pour l'UCAD. C'était ça leur institution d'origine. Ils ont été remerciés, ils ont repris le service. Donc, eh bien, ils devaient commencer à percevoir le salaire d'enseignants-chercheurs. Malheureusement, pour presque plus d'1 an pour Malik Ndiaye et Amsatou plus de 6 mois, eh bien, ce n'était pas le cas. Eux, ils nous ont même rien dit en réalité pour montrer combien ils sont dignes. Ils n'ont pas du tout manifesté, ils sont restés. On ne le savait pas, c'est bien après que même le SAES en était informé. C'est justement parce que le recteur joue un jeu, il fait dans du zèle, puisque ceux qui l'ont mis là, eux-mêmes certainement ne veulent pas que ça se passe comme ça. Ils nous parlent de documents de cessation de paiement, mais on ne peut pas, s'il a la volonté de régler cette affaire-là, c'est du tic au tac. L'IFAN est un institut qui a contribué au rayonnement planétaire de notre université. Aujourd'hui, cet IFAN est en péril. On ne peut pas, au moment où les collections de cet IFAN, de cet institut, sont un autre musée, c'est-à-dire en l'occurrence le musée des civilisations noires veut faire même bas sur ces collections et que bien nous soyons complices de cette forfaiture. Non. Agression foncière sur la zone des Niayes. Les populations de cette bande lancent un cri de cœur. À Tivaouane-Peulh, où elles se sont retrouvées, elles plaident pour la sauvegarde de cette zone agricole combien importante pour le Sénégal et promettent de sensibiliser les autorités. Ousseynou Thiam, Biradiagne les ont rencontrés. Reportage. En assemblée générale à Tivaouane-Peulh, les populations de la zone des Niayes se disent préoccupées par l'agression que continue de subir cette zone riche en agriculture. L'organisation vise aujourd'hui la défense des intérêts des populations vivant dans la zone des Niayes. On parle alors d'une population de 85% qui réside dans la zone des Niayes, ce sont les Halpulares. Mais cette organisation vise au-delà des Halpulares. Donc toutes les populations qui vivent dans la zone des Niayes. Donc aujourd'hui cette organisation est créée pour défendre ses intérêts. La zone des Niayes au début c'était de Pikine à Saint-Louis. Aujourd'hui on voit la zone des Niayes, c'est à partir de Mboro jusqu'à Saint-Louis. Donc vous voyez ces difficultés-là. Où sont les populations qui vivaient alors de leur culture, de leur maraîchage? Aujourd'hui toute cette zone est transformée en habitat. Pour ces populations députées par cette situation, il urge de s'atteler à la sauvegarde de cette zone des Niayes. C'est-à-dire que les Niayes, comme je vous ai dit, il y a énormément de potentialité. Donc elle est convoitée. Elle est convoitée aussi bien par les sociétés, par les industriels, et convoitée par les agriculteurs, convoitée. Alors, censé régler des problèmes, la grève de 48 heures observée par le collectif des transporteurs et conducteurs routiers du Sénégal a fini par semer la division au sein de l'AFTU. Selon le porte-parole de cette organisation, le secrétaire général a été destitué par le conseil d'administration pour avoir engagé une grève sans le consentement des GIE qui composent l'association. Le secrétaire général Djibi Ndiaye a réagi. Il s'en défend et affirme qu'il reste le secrétaire général de l'AFTU. Oumar Mamadou Bassoum et Léa Niafouna pour les détails. La grève du collectif des transporteurs et conducteurs routiers du Sénégal, qui n'a duré que 48 heures, a emporté avec elle Djibi Ndiaye, secrétaire général de l'Association pour le financement du transport urbain, AFTU. Avant d'aller en grève, je pense qu'il faut d'abord respecter les délais de préavis.
Tel n'était pas le cas, c'est pourquoi nous avons refusé d'aller en grève. C'est par la suite que le conseil d'administration s'est réuni et a sanctionné certains membres, dont Djibi Ndiaye, qui n'est plus secrétaire général de AFTU. Djibi Ndiaye se barricade. Il affirme avoir respecté la procédure de grève. Je suis aussi le secrétaire général de l'AFTU jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que mes collègues transporteurs disent que moi je ne suis plus le secrétaire général. Un préavis sur le dépôt depuis 2013, s'il n'a pas été exécuté, ce préavis reste valable. Le porte-parole de AFTU révèle que Djibi Ndiaye a assisté à la conférence de presse lors de laquelle l'association a fait son mea culpa. Mais le désormais ex-secrétaire général rejette en bloc. Le secrétaire général était là. Il a assisté à la conférence de presse, donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, que nous nous sommes excusés. Hier, il y avait une réunion sur ça. Mais je ne peux pas vous donner exactement parce que je n'étais pas là. Le bras de fer semble être engagé entre les partisans de Djibi Ndiaye et le reste des membres de AFTU. Qui en sortira vainqueur? Les prochains jours nous édifieront. Fin de cavale pour la bande de malfaiteurs qui écumait les commerces dans le département de Mbacké. La compagnie de gendarmerie de la localité a procédé à l'arrestation de 5 des 11 agresseurs qui étaient recherchés. Ali Atala pour les détails. Les Pandores ont-ils bouffé du lion après la mise hors d'état de nuire de la bande de faussaires aux Parcelles Assainies et à Grand Dakar par la compagnie de gendarmerie de Dakar? Celle de Mbacké vient de mettre la main sur des malfaiteurs qui ont à leur actif de nombreux forfaits. C'est exactement dans la nuit du 18 janvier au 19 janvier 2015 qu'ils ont attaqué la boutique du sieur Nabil Daw, un commerçant libano-sénégalais, et celle du commerçant Khadim Sek. Ils ont, après avoir molesté les frères Daw et même laissé pour mort l'un des frères, ils ont emporté une rondelle somme de 98 millions de francs CFA. De l'avis du commandant de Mbacké, le reste de la bande arrêtée était recherché depuis plusieurs mois après l'arrestation de 2 acolytes. Depuis le mois d'octobre 2015, on a pu mettre la main successivement sur l'un d'eux, au niveau de Touba Alieu, avant d'interpeller un second au niveau de Mbar avec l'aide de la brigade de Gossas. Et pas plus tard, il y a de cela 3 jours, nous avons, avec l'aide de la brigade territoriale de Linguère, pu mettre la main sur les 3e et 4e personnes ayant participé à ces attaques. Malgré le dispositif sécuritaire qui maille tout le pays, les éléments de la gendarmerie souhaitent la collaboration des populations en dénonçant tout individu suspect partout où il se trouve. Et retour dans la capitale pour parler cette fois-ci de cette rencontre d'information et de partage avec les gouverneurs sur la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO et la refonte du fichier électoral. Cette rencontre a été présidée par le ministre de l'Intérieur. Elle a permis aux participants d'échanger sur la conception de cette pièce d'identité qui est désormais sous-régionale. Elle constitue également une nouvelle base d'intégration de l'avis des concepteurs. Compte rendu signé Ibou Diouf. Sous peu de temps, cette pièce d'identité sera commune aux États membres de la CEDEAO. L'objectif est d'asseoir les bases d'une intégration sous-régionale. La mobilité des membres, leur sécurité, la lutte contre les trafics et autres menaces terroristes. C'est des cartes aussi qui ont une double fonctionnalité, pour le moment en tout cas. Cette fonctionnalité, cette fonction, disons, d'identification, mais aussi la deuxième fonction, donc, de servir de carte d'électeur. De plus, cette carte d'identité est une pièce à puce électronique, multi-application. Sa conception requiert une certaine logistique, parfois mobile. Nous assurons donc que le matériel peut bouger à tout moment. Et comme je l'ai rappelé aussi, à côté de ces commissions, nous aurons vraiment un ensemble important de commissions mobiles qui seront prêtes à venir en appoint chaque fois qu'il sera nécessaire. Comme dans toute opération de ce genre, nous mettons un dispositif de démarrage et nous nous tenons prêts pour apporter tous les rectificatifs et tous les arrangements
Cette carte d'identité biométrique a eu pour effet d'introduire une refonte partielle des listes électorales. C'est la présence obligatoire, disons, du citoyen pour pouvoir obtenir sa carte d'identité, ce qui est somme toute normal, mais en même temps, donc cette personne, dès lors qu'elle a l'âge de pouvoir voter, donc à partir de 18 ans, alors dira justement que si elle souhaite rester ou non, disons, dans le fichier, ou si elle souhaite être électeur. Et ça, c'est quand même un élément important. Au plan technique, la carte d'identité biométrique éditée portera au recto les données d'état civil et au verso les données électorales pour les électeurs qui auront confirmé ou sollicité leur inscription auprès des commissions. Et en marge de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur a parlé du budget de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il est estimé à 72 millions de francs CFA. Le directeur général des élections, par ailleurs, s'est prononcé sur le vote des militaires. Tchandela Fall précise que le personnel militaire et paramilitaire va voter au même moment que les civils le 4 septembre prochain. Je vous propose de les écouter tour à tour. Abdoulaye Daouda Diallo et Tchandela Fall, ils sont tous les deux au micro. 72 millions, voilà, donc vient de me dire le directeur général des élections. Donc vous comprendrez que c'est pas quand même, en tout cas la démocratie vaut plus que ça, je pense. Et 87 bureaux, c'est vraiment rien du tout. On va l'avoir le faire dans les 45 chefs-lieux de département, encore que là, donc on a 45, disons, centres de vote, 78 bureaux. Très peu de papiers, je pense que c'est une élection qui objectivement ne va pas nous coûter beaucoup de choses. Les militaires savent voter et ça ne gênerait pas qu'ils votent le même jour, d'autant que nous allons prendre des dispositions qui leur permettront de voter là où ils se trouveraient en mission, avec des ordres de mission. Donc ça ne poserait aucun problème. Vous constatez avec moi que le fichier est très faible aussi. Et ça nécessite beaucoup de moyens pour le vote par anticipation. C'est un fichier de 24 000 personnes. Et mobiliser vraiment tout un personnel, tout un disphère en place, mettre en place toute une stratégie pour le faire voter, alors que le fichier est relativement très faible. Je pense que ça ne nécessite pas, enfin nous pensons que c'est plus pertinent de les faire voter le jour. D'autant que ce avait été prévu au départ lorsque cette loi avait été adoptée. Actualité politique à présent, à la une, ce chamboulement au niveau du bureau de la Fédération nationale des cadres libéraux. De nouvelles têtes qui apparaissent et des avis partagés. Manque de concertation, dénoncent certains membres du PDS. Beaucoup trop de pro-karimistes composeraient ce bureau, selon certains membres de la FNCL. Il fallait mettre en place une structure dynamique capable de faire face aux échéances de 2019. Fatou Kinedem pour les éclairages. L'organigramme de la Fédération nationale des cadres libéraux divise. Un nouveau bureau, de nouvelles têtes. Pour certains, il n'y a pas eu de concertation. À l'Assemblée générale, à l'unanimité des présents, il y avait excepté deux absents, mais à l'unanimité, les gens ont approuvé ce bureau. Et avant, j'ai dit que pendant des mois, il y a eu des concertations. Même quand Aziz était en prison, quand Karim Wade était en prison, etc. Donc vous voyez que c'est pendant des mois qu'il y a eu ces concertations. La décision concernant certains postes ne fait pas l'unanimité, à savoir le secrétariat adjoint chargé des relations avec les libéraux de la diaspora. Moi, responsable, membre du secrétariat national, membre du comité directeur du parti, secrétaire national chargé des Sénégalais de l'extérieur, je n'accepte pas un processus de décision qui me concerne et qui ne respecte pas la concertation. La pomme de discorde, l'adhésion des pro-karimistes à la FNCL. Vous savez, nous avons des mouvements de soutien dans le parti, mais qui se sont battus pour la libération de notre candidat. Nous avons des cadres qui sont dans le parti, mais depuis très longtemps. Nous avons aussi de nouveaux venus qui ont adhéré. Ce critère a été respecté. L'autre critère, c'est qu'on parle de cadre, de structure de cadre. Donc, il faut avoir un certain bagage intellectuel. Assir Québec de poursuivre la réorganisation du bureau est une priorité dans la mesure où il faut une structure dynamique capable de faire face aux défis, entre autres, élire leur candidat Karim Wade en 2019.
Parlons sécurité alimentaire nationale. À présent, pour son amélioration, le ministre Pape Abdoulaye Seck mise sur la patate douce et le manioc. Une production d'environ 500 000 tonnes est attendue en 2016. D'ici la fin de l'année, le ministre de l'Agriculture était en visite dans les champs de Nguitch pour constater le travail des producteurs et c'était en présence de nos correspondants sur place, Ousseynou Diop, Habib Seck. Pour la sécurisation et l'augmentation de la croissance alimentaire, le ministre de l'Agriculture mise sur la patate douce et le manioc. En visite à Nguitch dans le département de Dagana, Pape Abdoulaye Seck a constaté sur place les bonnes performances réalisées par les producteurs de ces deux spéculations. Le manioc et la patate douce font partie des spéculations agricoles retenues dans le cadre de ce programme de sécurisation et d'augmentation de la croissance. Pourquoi? Parce que ces deux spéculations agricoles permettent d'avoir plusieurs usages. Alimentation humaine, alimentation animale, transformation industrielle. Ça nous permet aussi d'exploiter nos avantages comparatifs en les exportant. Dans la commune de Nguitch, les paysans produisent 80 tonnes à l'hectare, même si les experts envisagent un rendement beaucoup plus élevé. Les rendements sont extrêmement élevés. Tantôt, on vient de vous dire au niveau des champs que 80 tonnes à l'hectare pour la patate douce, les chercheurs, la direction de l'horticulture, l'ANCAR, l'ADEA estiment que c'est insuffisant, qu'on peut faire plus. D'après les statistiques, la production de manioc est estimée à 439 871 tonnes. En 2016, les objectifs sont fixés à 500 000 tonnes. Toutefois, les producteurs sollicitent plus de matériel agricole, une demande qui sera satisfaite selon le ministre de l'Agriculture. À côté du riz, céréales de base, ces deux spéculations permettront certainement aux populations sénégalaises de mieux s'alimenter et aux producteurs de s'assurer des revenus considérables. Et nous restons avec nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck, pour parler cette fois-ci de cette visite du ministre de la Pêche et de l'Économie au quai de Saint-Louis, au quai de pêche de Saint-Louis. Omar Gueye a constaté le danger qui guette cette infrastructure menacée par l'avancée de la mer. Il a également assisté à l'affaissement de la dalle qui n'a pas fait de victimes. Le ministre de la Pêche a promis des mesures pour la sécurisation de l'infrastructure. Selon lui, le problème est sérieux. Je propose de l'écouter au micro de nos correspondants. Nous avons visité le quai de pêche et nous avons pu constater sur place, avec vous d'ailleurs, que la situation est extrêmement critique et qu'il va falloir prendre d'ailleurs des mesures d'urgence pour sécuriser le quai. Et à ce niveau-là, Madame le préfet, Monsieur le gouverneur et en tout cas les autorités administratives vont prendre les mesures nécessaires de sécurisation du quai. Pour faire en sorte que des accidents ne puissent pas se produire parce que vous avez vu que la mer a vraiment attaqué ce quai et du jour au lendemain ce quai peut s'affaisser. C'est ce que nous avons constaté. Donc des mesures vont être prises très très rapidement et en urgence. Cela montre simplement effectivement que le problème est très très sérieux et très grave et qu'il va falloir prendre des mesures urgentes. Mais là les autorités administratives vont s'occuper de cette. Le ministre de la Pêche s'est également prononcé sur les négociations pour l'octroi de licences de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Des négociations toujours dans l'impasse. La partie mauritanienne maintient toujours sa position. Au cours de sa visite à Saint-Louis, le refus de la Mauritanie d'octroyer des licences de pêche aux pêcheurs sénégalais a donc été évoqué par Omar Gueye. Il a implicitement chargé la partie mauritanienne. Selon lui, les conventions internationales sont au-dessus des codes au niveau national. Et nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. C'est parti pour le sport. Un élément dans cette page des sports et ce n'est pas un élément très gai malheureusement. La délégation sénégalaise aux Jeux Olympiques Rio 2016 de retour à Dakar, rentrée bredouille sans médaille. Les athlètes affichaient la mine des mauvais jours même s'ils ne crachent pas quand même sur leur performance. Cher Sadibou Diarra les a rencontrés, reportage.
C'est dans l'anonymat total que la délégation sénégalaise est rentrée des Jeux Olympiques Rio 2016. Privée de médailles et sans doute fatiguée par les 3 jours de voyage-retour, rares sont les membres qui se sont prononcés sur leur participation. Moi, je pense qu'on pouvait faire plus de choses. Après, voilà, on était dans la poule la plus forte, face aux États-Unis, Espagne, et bon, je ne vais pas refaire toute la poule. Moi, je pense qu'on pouvait apporter plus. On est parti pour apprendre. On a appris, parce que je pense qu'une compétition internationale, moi personnellement, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire, parce que c'est quand même le plan mondial. Et du coup, je pense qu'on a appris, on s'est préparé pour l'Afrobasket 2017, Inch'Allah. Ben, on verra j'espère que ça va apporter ses fruits, parce que je pense qu'on n'a pas été ridicule. Je n'étais pas parti en fait juste pour participer, j'étais à 200% sur le combat, j'étais concentré sur l'objectif qui m'avait amené là-bas, mais Dieu en a décidé ainsi. Un des doyens de la délégation, Balla Dièye, demande à l'État du Sénégal de prendre en charge très tôt les athlètes pour espérer des médailles à Tokyo 2020. Le sport de niveau, c'est juste la préparation. Si on a les moyens qu'on met dedans et qu'on se prépare bien comme il faut, là on peut attendre des résultats. Moi, je suis venu à Dakar, j'ai perdu 4 mois, presque 9 compétitions que j'aurais pu faire avant, mais bon, je fais avec les moyens du bord que je dispose. Les Jeux Olympiques, on ne les prépare pas sur 4 ans, on les prépare sur beaucoup d'années. Et il faut que les gens comprennent que les Jeux Olympiques, c'est la crème des compétitions. Et il ne faut pas que les gens pensent qu'on va partir pour gagner, mais il faut partir aussi pour bien représenter dignement le Sénégal et pouvoir décrocher une médaille. La Fédération du basketball, qui tient une conférence de presse ce mercredi, est la première discipline à faire le bilan de sa participation. Elle sera suivie sans doute par les autres dans les prochains jours. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé, merci beaucoup pour ces informations. Dommage que les athlètes sénégalais sont rentrés l'escarcelle vide. C'est bien dommage, ma foi, et voilà, je pense qu'ils disent qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ben, on espère que la prochaine fois, au moins, ils ne rentreront pas bredouilles, quoi. Ah ben, j'espère. La prochaine fois, c'est 2020. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Dans un instant, on va parler du protocole d'accord entre l'État du Sénégal et les distributeurs de denrées de première nécessité, comme le riz, par exemple. Restez avec nous. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à la chaîne la TFM Miroir du Sénégal. Place maintenant à l'invité du 20h. Les importateurs et distributeurs de denrées de première nécessité se sont engagés à acheter 1500 tonnes de riz blanc déjà disponibles dans les rizeries, mais surtout à acheter 50 000 tonnes de riz entier comme brisé pour la présente campagne. Moustapha Faltier est un de ces opérateurs qui veulent se positionner comme catalyseur de la promotion du riz local. Antoine Diouf, c'est à vous. Bonsoir. Chérif Cheikh Ahmed Tidjane Diop, merci et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, Moustapha Tall, c'est le président du mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité, un des vice-présidents de l'UNACOIS. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Antoine. Vous avez signé un accord, un protocole d'accord avec le gouvernement pour la commercialisation du riz local. 50 000 tonnes, vous vous engagez à acheter cette quantité en 2016. Autour de quoi cet accord tourne? En ce qui concerne cette réunion d'hier, c'est encore ce qu'on avait fait en 2015. Ils ont pris un groupuscule de commerçants dirigé par une organisation qui s'appelle UNACOIS. Parce que pour votre information, il n'y a pas une seule UNACOIS maintenant. Exact. Il y a deux. Cette petite frange de UNACOIS qui négocie toujours avec l'État. Si vous vous souvenez bien, en 2012, avec le fameux conseil interministériel que le Premier ministre Abdoul Mbaye avait organisé avec tous les acteurs pour essayer de réduire les prix des denrées de première nécessité, parce que c'est un engagement politique. Et ce jour-là, l'UNACOIS, ce même UNACOIS, avait pris l'engagement d'importer 60 000 tonnes de sucre. Et ils ont fini par importer 80 000 tonnes de sucre en 2012.
Ils avaient dit qu'ils allaient baisser les prix parce qu'il n'y avait plus de subventions et l'État était là pour les accompagner. Mais aucun de nous n'a bénéficié d'un kilo de riz sur cela. Et ils ont peut-être ramassé beaucoup d'argent. Ce qui a fait que ils avaient même dépassé les quotas déterminés par le ministère. Et il y a eu une mévente de l'industriel, de la compagnie sucrière, de presque 24 000 tonnes. Vous avez suivi cet événement. Donc c'est cette même équipe qui est toujours là, en train de collaborer avec le ministre du Commerce. Et chaque ministre qui vient, c'est le même scénario. L'actuel ministre, toujours ne fait que convoquer ces gens-là à la Vous table. n'êtes pas concerné. On n'a même pas été informé. Mais c'est quoi le problème finalement? On ne Pourquoi comprend vous n'êtes pas On ne comprend informé? pas. C'est cette question-là parce qu'ils veulent nous exclure du marché. Oui. Considérer que nous ne faisons plus partie du commerce. Or que nous sommes présents sur ce marché depuis plus de